Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une véritable énigme. Une énigme à la fois littéraire et philosophique. Il s'agit d'un texte mystérieux, un texte inachevé du légendaire Jacques Derrida. Imaginez un peu, un projet qu'il a tout simplement abandonné et qu'on a redécouvert que bien des années après sa mort. Ce texte, il a un titre, Le calcul des langues. On l'a retrouvé comme ça au milieu de ses archives. Et ce qui est fou, ce qui frappe tout de suite, c'est pas tant le contenu, enfin si, mais c'est surtout sa forme. On parle d'une structure vraiment bizarre, super exigeante. Franchement, à première vue, on se dit que c'est quasi impossible. Et voilà la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Pourquoi? Pourquoi un philosophe comme lui, de cette envergure, irait se compliquer la vie avec une méthode d'écriture aussi contraignante? Simple coquetterie? Une sorte d'expérience? Ou est-ce que, et c'est beaucoup plus intéressant, la forme elle-même faisait partie intégrante de son argument? Allez, on y va. On plonge dedans. Et pour commencer, il faut absolument qu'on regarde la manière, mais vraiment unique, dont ce texte a été fabriqué. Parce qu'attention, ce n'est pas juste une question de mise en page. Pas du tout. C'est un véritable acte de composition, quelque chose de radical. Et ce processus, il faut bien l'imaginer, était presque physique. C'était artisanal. On est loin de l'ordinateur et du copier-coller, hein. Non, non. Derrida tapait sa première colonne, et puis sur la même feuille, il réinsérait la page dans sa machine, il la calait pour taper la seconde colonne, juste à côté. Page après page. Un travail de dingue, un vrai travail de moine. Alors forcément, un tel acte de création, ça demande une nouvelle façon de lire. C'est pas possible autrement. Derrida lui-même a d'ailleurs donné un nom à ça, la lecture stéréographique. L'idée c'est quoi? C'est que les deux colonnes, quand on les lit ensemble, eh bien, elles ne font pas que s'additionner, non. Elles créent quelque chose de plus, une sorte de profondeur, un effet de relief pour la pensée. Et c'est là que ça devient encore plus radical. Il faut savoir que Derrida avait déjà publié un livre monumental, Glace, qui était aussi en deux colonnes. Mais attention, la méthode n'était pas la même. Pour Glace, il avait en gros juxtaposé deux textes qui existaient déjà, alors que pour le calcul des langues, il a écrit les deux colonnes quasiment en même temps, l'une en réponse à l'autre, comme un dialogue qui se construit en direct sur la page. C'est une tentative bien plus ambitieuse, bien plus folle en fait. Ok, maintenant qu'on a une idée de comment ce texte a été écrit, passons au quoi. De quoi ça parle au fond? Parce que la forme a beau être étrange, le contenu, lui, est extrêmement précis, très ciblé. En fait, tout le texte, c'est une lecture hyper approfondie, une sorte de corps à corps avec un philosophe du XVIIIe siècle, Étienne Bonnot de Condillac. C'est en se frottant à la pensée de Condillac que Derrida va pousser sa propre méthode dans ses derniers retranchements. Et ce dialogue, ou plutôt ce défi, il commence dès le titre. C'est assez malin. Le dernier livre de Condillac s'appelait La langue des calculs, et Derrida, qu'est-ce qu'il fait? Geste typique de sa part, il prend les mots et il les inverse. Le calcul des langues. Évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est une véritable déclaration d'intention. Mais alors, qu'est-ce qui intéresse tant Derrida chez Condillac? Eh bien, ce n'est pas tant ce que le philosophe dit noir sur blanc, c'est plutôt ce qui se joue en coulisses, les tensions cachées dans son œuvre. Derrida sent qu'il y a un conflit, une sorte de décalage entre ce que Condillac veut dire, son intention, et ce que ses textes font en réalité, presque malgré lui. Et cette fameuse tension, elle tourne autour des grandes oppositions classiques de la philosophie. En fait, Derrida va se servir de Condillac pour nous montrer que ces oppositions, eh bien, elles ne sont peut-être pas si solides qu'on a l'habitude de le croire. On parle de quoi exactement? Eh bien, des choses comme le besoin face au désir, le sens propre opposé au sens figuré, ou encore la main qui touche face à la bouche qui parle. Tous ces grands dualismes, ces oppositions binaires, Derrida veut les déconstruire. Pour lui, c'est simple, les deux termes de chaque paire ne sont pas de vrais ennemis. En réalité, ils sont secrètement liés, ils dépendent l'un de l'autre. Et là, attention, voilà le lien crucial. On boucle la boucle. La mise en page en deux colonnes, ce n'est pas juste pour faire joli, pas du tout. C'est la mise en scène physique de la déconstruction elle-même. Imaginez, chaque colonne, c'est un pôle de l'opposition. Mais en les forçant à vivre ensemble, là, sur la même page, Derrida nous montre comment ils s'influencent, et même comment ils se contaminent l'un l'autre. Donc, on en arrive au point crucial, le moment où tout s'emboîte parfaitement. C'est la façon vraiment brillante dont la forme et le contenu finissent par se rejoindre dans l'argument final de Derrida. C'est vraiment là que l'énigme de ces deux colonnes prend tout son sens. Alors voilà l'argument que Derrida déniche chez Condillac. C'est en plusieurs étapes. Premièrement, tout part du toucher, c'est la base. Deuxièmement, la main, avec ses doigts qui peuvent bouger, s'articuler, elle apprend à toucher, bien sûr, mais aussi à calculer.
Et troisièmement, en parallèle, la bouche, avec la langue, apprend elle aussi à articuler. Mais cette fois, ce sont des sons, c'est le langage. Et le lien, le pont magique entre les deux, c'est ce mot articulation. Et là, on comprend tout. C'est ça la finalité du projet. Les deux colonnes ne sont pas faites pour rester parallèles et sages pour toujours. Non, elles sont destinées à se rencontrer, à se croiser, à s'entremêler, pour devenir, au final, une seule colonne. Une colonne torsadée, où on ne peut plus distinguer l'une de l'autre. La main qui calcule d'un côté, la bouche qui parle de l'autre, ce ne sont pas deux mondes séparés. Ils partagent la même origine, l'articulation. La grande révélation, c'est donc ça, la forme, ici, et l'argument. La mise en page ne fait pas qu'illustrer une idée, elle l'incarne, elle la performe sous nos yeux. C'est la preuve physique que les grands dualismes qu'on a vus, le corps et l'esprit, la sensation et le langage, tout ça, eh bien ils sont en fait inséparables. Alors, il reste une dernière pièce au puzzle, et pas des moindres. Si ce projet était si génial, si brillant, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné? Quand on regarde la chronologie, on voit que le parcours de ce texte a été, disons, mouvementé. Il a été conçu au début des années 70, il a même été annoncé comme apparaître, et puis, plus rien, abandonné. Le texte a dormi dans des cartons pendant presque 50 ans avant d'être finalement publié. Alors pourquoi? L'explication la plus probable, c'est qu'il a été mis de côté pour un autre projet, encore plus monstrueux, son fameux livre « Glace ». Mais il a peut-être une autre raison, une raison plus interne au projet lui-même. Si on regarde la fin du manuscrit, c'est frappant. La colonne de gauche s'arrête d'un coup, net. Et la colonne de droite, elle, continue toute seule sur plusieurs pages. Elle part dans une longue digression. On peut se demander si Derrida ne s'est pas tout simplement perdu dans son propre labyrinthe, emporté peut-être par l'une des deux voies qu'il avait créées. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, un peu provocatrice, c'est vrai. Au fond, à quoi ça sert d'étudier une œuvre inachevée, un échec, même si c'est un échec brillant? Eh bien, la conclusion, c'est peut-être que l'inachèvement de ce texte est en soi une leçon de philosophie. Ça reflète une idée qui est au cœur de la déconstruction. Une œuvre, une pensée, ce n'est jamais vraiment terminé, ce n'est jamais totalement maîtrisé. Et au final, ce manuscrit abandonné nous en apprend peut-être tout autant par ses silences, par ses blancs, que par ce qui est écrit.